Bonjour à tous, bienvenue dans Mark & Strat. C'est la dernière de la saison et pour clôturer, bien finalement j'ai choisi de revenir sur un sujet qui nous a pas mal occupé cette année, l'IA. Alors pour commencer, l'IA, les marques et moi, parce que c'était le sujet de la dernière étude menée par la délégation Customer Marketing de l'AACC. Dans quelle mesure faisons-nous, nous, consommateurs, confiance aux marques qui utilisent l'IA ? Sommes-nous aujourd'hui convaincus que l'intelligence artificielle peut être bénéfique pour notre expérience utilisateur ? Eh bien, pas tant que ça, finalement. On va voir ça dans les résultats de l'étude qui a été publiée il y a quelques semaines. Une IA anti-greenwashing. Alors là, c'est Publicis qui a lancé un outil nouveau, une IA, qui permet de lutter contre le greenwashing. En fait, cet outil permet d'évaluer en fait les campagnes en s'appuyant sur les 9 règles de la recommandation développement durable de l'AACC. À quels objectifs permet-il de répondre aujourd'hui et comment fonctionne-t-il ? On verra ça dans quelques instants. Et puis les campagnes générées par l'IA, on en a beaucoup parlé cette saison. Et bien là, on va revenir dessus avec un cas pratique. C'est Lancel qui a dévoilé récemment l'art de l'escapade, une campagne 100% réalisée par IA avec l'IA générative Pencil Pro de l'agence Brandtech. Mark & Strat décortique la fabrication de cette campagne et ses enjeux stratégiques en fin d'émission. Bienvenue à tous, c'est Mark & Strat et c'est l'épisode 37. Il y a quelques semaines, sur le plateau de Mark & Strat, je recevais Olivier Vigneault, le président de BETC Full Six et également président de la délégation Customer Marketing de l'AACC. C'est dans ce cadre qu'il avait réalisé avec Opinionway une étude les Français et l'IA, évidemment avec un prisme conso. L'un des premiers enseignements, c'est que 64% des Français ne font pas confiance à l'intelligence artificielle pour améliorer leur expérience client. Comment ça s'explique ? Je lui ai posé la question. Alors, moi aussi, j'étais très étonné, on l'a tous été à la délégation, parce qu'on imaginait qu'avec tout le bruit qu'il y a autour de l'IA, d'autant plus qu'on parlait aux Français de leur expérience avec les marques, donc quelque chose de pas si engageant que ça, apparemment, ils seraient beaucoup plus enclins à dire oui, pourquoi pas, ça va nous aider à améliorer l'expérience, et pas du tout, enfin pas du tout, 2 sur 3 en fait, on ne semble pas prêts. Je pense qu'il y a beaucoup de bruit médiatique autour des dangers de l'IA. Vont-ils détruire l'humanité ? Il y a quand même des articles de ce niveau-là, il y a beaucoup de bruit autour de ça, et de la peur que ça peut représenter pour les emplois, notamment, parce que c'est une des premières raisons pour lesquelles les gens peuvent avoir peur de l'IA aujourd'hui. Dans notre étude, on le voit assez bien. Donc je pense qu'il y a finalement, en fait, on nous a beaucoup parlé de la courbe d'adoption très rapide de ChatGPT, qui était le plus, l'outil qui, dans l'histoire de la technologie, a eu la courbe d'adoption la plus extraordinaire. Mais néanmoins, dans la réalité de l'usage aujourd'hui, les Français se posent des questions, se disent que c'est une technologie qui est tellement méconnue qu'elle leur fait un peu peur, je crois. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que la question ne portait pas du tout ni sur les emplois, ni sur les autres sujets que vous venez de mentionner. C'était vraiment sur l'expérience client. Et ça, finalement, ils ne voient pas très bien l'utilité à ce stade ? C'est pas qu'ils ne voient pas l'utilité, parce qu'ils nous disent que ça peut faire gagner du temps, ils nous disent qu'effectivement c'est très efficace, mais déjà ils ont une méconnaissance. C'est-à-dire que plus de 60% d'entre eux nous disent qu'ils n'ont pas été confrontés à une IA dans leur expérience, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Alors qu'en fait, on a tous un smartphone entre les mains, donc ne serait-ce que la prédiction de texte, par exemple, c'est de l'IA, le mot suivant qu'on nous suggère. Mais en fait, c'est pas si net les frontières. Je pense qu'il y a une confusion aussi entre Gen AI, donc la génération d'images et de textes, un peu impressionnante que peut faire Midjourney ou ChatGPT, et puis des usages d'algorithmes qui sont déjà très habituels, mais dont on ignore finalement la part d'IA intrinsèque.
Et donc c'est parce qu'ils connaissent pas. En fait, ils savent pas vraiment quels en sont les contours, je pense. Est-ce qu'il y a des niveaux d'acceptabilité différents selon des secteurs d'activité, par exemple? Est-ce que en fonction de... Absolument. Alors ça, on a voulu creuser ça parce qu'on s'est dit, voilà, puisqu'on se parle d'expérience client, à quels endroits on va pouvoir y aller, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et assez naturellement, en fait, ils sont plus prêts à avoir l'aide d'une IA dans leur parcours d'achat, quand il s'agit de mode, quand il s'agit d'électroménager, par exemple, quand il s'agit de culture, de musique, etc. Et beaucoup moins quand on va leur parler de santé, de finance, d'immobilier. Donc des choses plus engageantes ou qui leur font un petit peu plus peur. Donc c'est assez logique. Ils sont prêts à y aller sur des sujets, disons, plus légers, où il y a moins de risques. Il y a une différence de génération aussi ou pas? Oui, absolument. Ouais, il y a une différence de génération assez claire. La Gen Z, c'est probablement la génération IA. C'est-à-dire que eux, par exemple, en fait, il y a seulement 8% des Français qui déclarent avoir compris ce dont il s'agit. Donc ils sont assez honnêtes, en fait, parce que finalement, quand on leur demande est-ce que vous avez tout à fait compris, il n'y a que 8% qui disent ça, donc ils mentent pas. Chez les moins de 34 ans, c'est pas non plus les tout jeunes, mais chez les moins de 34, ça passe à 15%, donc c'est quand même significativement plus. Et eux, de manière plus globale, à 2/3, ils sont prêts à ce que l'IA les aide dans leur expérience. Donc, on voit que c'est comme le digital, en fait. C'est de cet ordre-là. C'est une nouvelle génération qui a des nouveaux usages et qui va considérer que c'est un outil naturel. Mais ce n'est pas le cas des plus vieux. Pour revenir à ces 64% qui font pas confiance à l'intelligence artificielle. Comment est-ce que les marques doivent se positionner vis-à-vis d'elles? C'est-à-dire, est-ce qu'elles doivent faire davantage de pédagogie? Est-ce qu'elles doivent, quand il y a un service qui utilise l'IA, l'afficher clairement? Ou au contraire, vaut mieux le faire passer sous le radar parce que sinon ça va mal passer? Comment vous voyez les choses? Alors, il ne faut surtout pas faire passer sous le radar, bien sûr. Comme dès qu'il y a une crainte, en fait, le seul levier, c'est la transparence, le seul levier, c'est la pédagogie. C'est ce que nous disent d'ailleurs les plus jeunes. Ce sont eux qui nous alertent le plus sur leurs attentes de transparence en la matière. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a l'intervention d'un modèle de langage de type IA et qui vraiment va influer sur les choix qui peuvent être faits dans un parcours client, il faut le dire très clairement. Il faut surtout que ce soit dans un cadre où on leur dit vos données, on va les utiliser comme ci, comme ça. On ne prétend pas qu'il y a un humain alors qu'il n'y en a pas. Enfin, ce qui semble de l'évidence d'ailleurs. C'est absolument naturel de faire ça. Mais il faut l'avoir en tête parce que, en fait, comme c'est imparfait, si on se retrouve dans un environnement qui a été boosté par de l'IA et que finalement les réponses ne sont pas toujours toutes pertinentes, ce qui est forcément le cas de temps en temps, on pardonne plus quand on a dit la vérité, quand on a été clair. Et ça va être aussi d'autant plus important dans ce qui va se passer assez vite, qui va être en tout cas c'est ma conviction, le fait de déléguer des choix de produits à une IA. C'est-à-dire que demain, finalement, pour faire les bons arbitrages financiers, si j'ai un panier de choses à acheter et que j'ai une IA qui va pouvoir, à ma place, faire tout ce qui prendra un temps fou, c'est-à-dire évaluer les différentes propositions, qualité-prix, etc., et me faire une proposition de ce qui serait le mieux pour moi, ce qui est quand même un bénéfice formidable. Il faut quand même avoir rudement confiance dans l'outil pour faire ça. Aujourd'hui, pour l'instant, les Français ne sont pas prêts à ça. À 57%, ils nous disent non, même si c'est pour alors qu'on est quand même dans une période où on fait attention à nos sous. 57%, ils nous disent non, je ne suis pas prêt à déléguer, même pour avoir un bénéfice financier significatif. Pour l'instant, je ne suis pas prêt à déléguer mes achats, mon panier à une IA, parce que je perds un peu de maîtrise. Enfin, cela dit, il y a quand même plus de 30% qui sont OK, donc c'est quand même une majorité qui n'est pas prête. Mais demain, quand on ira sur des usages de cette nature, parce que c'est sûr qu'on va vers là, il faut qu'on soit dans un environnement extrêmement rassurant. Ça veut dire que demain, par exemple, je pourrais faire mes courses en ligne et dire à l'IA OK, j'ai fait mon panier, maintenant enlève-moi ce qui n'est pas bon pour la santé, enlève-moi... En fait, on peut la briefer. Voilà, je voudrais un menu de fête où je voudrais tout simplement mes courses quotidiennes, mais en dépensant 20% de moins, parce que là, c'est un peu dur ce mois-ci. Donc, quels sont les arbitrages les plus intéressants que tu peux me proposer? Mais ça, les Français n'en ont pas encore conscience que ça peut aller à ce niveau-là, si? Pas complètement, non, pas complètement, puisque en fait, là, quand on leur pose la question, ils ne sont pas encore prêts, mais c'est quand même, on va vers là, puisque finalement, c'est une façon de faire des arbitrages dans un panier, dans un champ de possibles, donc c'est tout à fait atteignable. La question, c'est l'usage qui va être fait par les gens
de plus en plus d'outils conversationnels qui vont les familiariser avec ça. Voilà, c'est encore très rare en fait. Il y a beaucoup de communication, mais il n'y a pas tant de marques qui ont mis entre les mains aujourd'hui des outils qui soient vraiment performants. Donc c'est ChatGPT en fait la référence. Et je crois qu'aujourd'hui il n'y a que 30% des Français qui l'ont essayé. C'est beaucoup, hein, mais bon. C'est déjà pas mal. Ça fait quand même 70% qui n'ont pas tenté. Donc dès lors que, comme c'est quand même assez exceptionnel quand on les utilise, ils vont commencer à réaliser en fait que effectivement c'est une aide précieuse. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelques marques très rassurantes, très référentes qui vont faire ce travail d'éducation et qui vont montrer que bah oui, finalement c'est jamais qu'un outil très performant qui va m'accompagner et dont je n'ai pas à avoir peur. Vous parliez tout à l'heure de la Gen Z qui, en quelque sorte, demande des garanties, notamment sur les données. Est-ce qu'il y a d'autres exigences ? Est-ce que, par exemple, ça va jusqu'à demander une technologie française derrière ou on ne va pas jusque-là encore pour l'instant ? Alors, on n'avait pas abordé la... C'était une bonne question, on aurait dû la poser. Est-ce que vous seriez rassuré par une technologie française ou européenne ? En fait, je pense que les gens sont tellement habitués à ce que ces outils technologiques qui nous entourent et qui s'appellent les GAFAM ne soient pas ni français ni européens, que je pense que, en fait, ce qui compte surtout, c'est l'usage. Ce qui compte, c'est le service rendu, ce qui compte, c'est l'efficacité. Et donc, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on voit bien que toutes les initiatives qui ont pu exister d'alternatives, qui ne soient pas américaines, en fait, elles ont du mal à s'implanter parce que là, il y a une telle perte de praticité, d'évidence de l'usage, que les gens, quand il faut arbitrer entre la qualité de l'usage et puis une idéologie, en tout cas des convictions personnelles sur une défense de notre technologie européenne ou française, ils choisissent l'usage. Ouais. Du côté des marques, est-ce qu'il faut y aller maintenant ? Ou est-ce que, compte tenu du fait qu'il y a quand même 64% des Français qui ne font pas confiance à l'IA, faut quelque part pas être en avance sur son marché ? Moi, je pense qu'il faut y aller, mais il faut y aller déjà en étant dans une proposition qui n'est pas évidemment le seul chemin possible dans le parcours client. Donc c'est toujours une alternative, évidemment, ça ne doit pas remplacer. Voilà. On ne peut pas tout d'un coup se dire tiens, mon site d'e-commerce, en fait, ce n'est plus qu'une interface conversationnelle et puis je vous perds dans les usages que vous avez aujourd'hui. Ça serait ridicule. Mais en revanche, je pense qu'il faut y aller parce qu'en fait, il faut tester et il faut voir aussi comment les différents publics des différentes marques expriment leurs attentes, montrent aussi les limites de l'outil parce qu'en fait, il y a quand même aussi, je parlais des emplois, mais il y a aussi une autre limite importante qui est la perte de la chaleur des relations humaines, ce qui est aussi très évident, mais ça ressort très nettement aussi dans l'étude, sans surprise. Et donc ça veut dire que, en fait, il faut probablement trouver, comme toujours, un usage de ces outils qui soit au service de quelque chose à la fin qui soit plus humain, donc qui donne du pouvoir aux vendeurs, qui donnent du pouvoir aux marques à travers les gens, les vivants, les humains qui l'incarnent, de donner une meilleure expérience, mais en aucun cas se substituer à eux. Et il y a des endroits où ça va être de la substitution, parce que c'est tellement pratique et efficace, mais il faut quand même qu'on trouve une place à l'humain là-dedans, parce qu'en fait, ça, c'est une des grandes peurs. Donc ça veut dire qu'il faut le faire, oui, mais en trouvant finalement, en testant, je pense, la manière d'utiliser l'IA pour qu'elle se mette le plus possible au service de l'humain. C'est ça probablement la voie maîtresse. Olivier Vigneault, le président de la délégation Customer Marketing de l'AACC, également président de BETC Full Six, qui était avec nous il y a quelques semaines. Et dans En Agence cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Lise Malbernard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Country Managing Director de Publicis Sapient en France. Alors Publicis a lancé il y a quelques semaines un nouvel outil. C'est une IA dont l'objectif est de lutter contre le greenwashing. D'abord, moi j'aime bien comprendre d'où on part. Donc comment est-ce que vous est venue cette idée ? En fait, il faut savoir que 25% des allégations environnementales qui sont publiées par les entreprises, selon une étude de la DGCCRF de l'année dernière, sur 1100 entreprises en France, présentent des anomalies. D'accord. Donc en fait, elles sont soit globalisantes, soit floues, soit parfois contraires d'ailleurs aux réglementations. Et donc en discutant avec la directrice RSE du groupe Publicis, et sachant qu'on fait de l'IA depuis 10 ans et avec l'accélération sur l'intelligence artificielle générative, on s'est dit que c'était le bon moment et le bon moyen en fait pour traquer en fait toutes les anomalies qu'on pouvait voir sur les différentes compagnies. Partant de là, comment est-ce que vous avez développé cet outil ?
Alors en fait, on a pris comme cadre de référence le cadre de l'ARPP, qui est l'autorité de régulation des professionnels de la publicité, qui a édicté 9 grands principes justement qui cadrent les différentes campagnes et qui sont extrêmement détaillés. Et donc on a pris ce cadre de référence qui est le mieux disant, le plus on va dire strict. Au niveau européen, c'est ça? Exactement. En fait, c'est assez simple. Chaque campagne, chaque script, vidéo, image passe au travers de cet outil. Et en fait, sur chacun des principes, on donne un avis, une recommandation. Et évidemment, comme tout outil d'intelligence artificielle, il faut vérifier. Et ce qui fait qu'on a besoin de gens qui sont expérimentés pour vérifier les principes et après savoir ou non comment adapter ces recommandations à la campagne. Vous avez, j'imagine, passé pas mal de campagnes au crible de cette IA. Est-ce que vous arrivez, vous aussi, à ces 25% dont vous me parliez tout à l'heure de problématiques qui ne sont pas tout à fait respectées? Alors nous, un peu moins, parce que justement, on est des professionnels de la communication dans le groupe Publicis. Donc effectivement, on sait déjà adapter les campagnes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voulait pas brider la créativité, puisque c'est vraiment l'ADN de la maison. Et on voulait par contre pouvoir vérifier de temps en temps l'impact de ce qu'on faisait. Et donc c'est un aller-retour permanent en fait entre les créatifs, les directeurs conseils et puis cet outil. Donc en fait finalement il intègre complètement le processus de création. Donc il n'est pas là à la fin, une fois que la campagne est créée, si je comprends bien, il vient pour que les créatifs puissent faire des itérations? Exactement, et c'est ce qui fait gagner du temps parce qu'avant on devait produire une campagne, la soumettre, attendre le retour. Parfois du coup on avait des mauvaises surprises. Et donc là l'intérêt c'est qu'en fait on gagne énormément de temps et surtout on gagne en fiabilité. Et nous, par rapport à nos clients, on gagne aussi en conseil justement par rapport aux différentes marques sur ces allégations qui doivent être parfaitement en ligne aussi avec les engagements des différentes entreprises. Justement, à qui est-il destiné cet outil? Plutôt à l'interne ou au contraire vous allez le mettre à la disposition des marques, voire d'autres agences? Alors pour l'instant, au départ en fait, c'était vraiment pour l'interne et pour nous en fait améliorer la fiabilité de notre travail. Mais en fait, à chaque fois qu'on le présente, il y a 2 éléments importants. C'est que en fait, nos clients ou différentes entreprises sont très intéressés par l'avoir, soit pour ce sujet de anti-greenwashing, mais aussi pour d'autres sujets sur la responsabilité sociale, par exemple. Et surtout, on voit que c'est pas forcément destiné uniquement aux campagnes, mais que ça peut être aussi sur des communications, sur des réseaux sociaux, du public postage, des plaquettes par exemple commerciales, tout type en fait de support que peuvent proposer les différentes entreprises. Et donc en fait on est un peu victime de notre succès pour l'instant et donc on va regarder ce qu'on peut faire effectivement pour l'ouvrir un peu plus. Je crois qu'il y avait une phase 2 qui est prévue l'année prochaine pour aller encore plus loin. Qu'est-ce que cette phase 2 devrait permettre? Alors justement, je pense qu'il y a deux évolutions. Donc l'évolution du modèle un peu d'affaires, on va dire, qui était d'abord destiné à l'interne et aussi différents types de vérifications qu'on peut faire. Donc je disais sur tout ce qui est diversité, inclusion, il y a un certain nombre de paramètres qui ont été dictés d'ailleurs dans la loi Bousquet-Leroy auxquels on doit faire attention. Et donc en fait, c'est un outil qui permet de faire ces vérifications sur d'autres types de critères et de manière encore une fois assez rapide et assez fluide. Même si encore une fois, au départ, c'est l'intérêt aussi de l'IA, c'est qu'elle peut donner l'illusion d'être juste. Et donc nous, on a énormément travaillé sur ces modèles et on s'est aussi assuré qu'ils puissent évoluer avec la technologie qui évolue à la vitesse de l'éclair. Et donc aujourd'hui, on est connecté sur un certain nombre de LLM, mais on peut changer les modèles et on peut surtout prendre les dernières avancées technologiques pour être tout le temps à la pointe en fait, de ce qui se fait. Quand on parle d'IA, évidemment, j'entends que cette IA-là, elle est destinée à lutter contre le greenwashing, mais en même temps, il y a le poids technologique de l'IA et sa consommation carbone, et on sait que ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Comment vous regardez ça pour que finalement, on ne fasse pas un outil pour aller dans un sens, mais qui génère des conséquences négatives de l'autre? Alors nous, chez Publicis Sapient, on est extrêmement conscients de ça. Donc on a développé un autre outil qui s'appelle eFootprint et qui mesure l'impact carbone de l'ensemble de nos services technologiques. Et donc on fait ce qu'on appelle un carbone case. Donc effectivement,
effectivement ce que vous dites, la charge et le bénéfice. Et donc aujourd'hui, l'appel en fait de cette IA, c'est l'équivalent de 2 tasses de café, donc 300 grammes d'équivalent tonnes CO2. Ce qui fait que sur une année, si toutes les agences l'utilisaient, ça ferait un aller-retour Paris-New York. Mais par contre, c'est ce que je vous disais, ça évite en fait de produire et de changer. Donc en fait, ça évite certaines itérations, certaines productions qui seraient jetées à la poubelle parce qu'elles ne sont pas conformes. Donc en fait, au total, pour l'instant, on estime que le bilan est neutre, pas forcément positif, mais neutre. Vous avez travaillé, j'imagine, avec la RPP sur ce sujet. Vous n'avez pas juste pris les recommandations et vous les avez mis dans la machine ? Tout à fait. Alors déjà, on ne se substitue pas à la RPP. Il faut toujours, à la fin, effectivement, soumettre nos campagnes à la RPP. Et on a travaillé en étroite collaboration avec la RPP au fur et à mesure du développement du produit. Donc on leur a montré les résultats. Et je pense qu'ils étaient assez impressionnés par justement l'expertise et la fiabilité du modèle, puisque au départ, on avait 50% de réponses justes. Donc c'était 1 sur 2. Donc pas mieux forcément qu'un outil aléatoire. Et là, on est à plus de 90%. Ah oui. Donc on monte aussi grâce aux retours qu'on a et aux boucles qu'on fait avec les retours, on va dire, officiels de la RPP. On augmente petit à petit la fiabilité du modèle. Bon, super. Aujourd'hui, je crois qu'on va aller de plus en plus vers ce genre d'outils qui vont être indispensables. Je crois que l'Union européenne va interdire, en tout cas, le mot neutralité carbone, par exemple, ce genre de choses. Donc, j'imagine que ça aussi, ça va être plus facile avec ce genre d'outils d'implémenter de nouvelles réglementations. Ça va nous faire gagner du temps, je suppose. Oui, exactement. Et ça fait aussi partie des évolutions. C'est qu'effectivement, chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation, nous, on veut s'appuyer sur la mieux-disante. Et donc, l'année prochaine, c'est Green Claim qui arrive en Europe. Et donc, nous, on est prêt à intégrer d'autres cadres de référence complémentaires et après laisser au choix aussi des utilisateurs de prendre tel ou tel cadre de référence en fonction de ses objectifs. Merci beaucoup, Lise Malbernard. Je rappelle que vous êtes Country Managing Director de Publicis Sapient en France. Et pour terminer cette émission consacrée entièrement à l'IA, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Olivier. Bonjour. Bonjour. Alors Marine, vous êtes directrice marketing et communication de Lancel et vous avez dévoilé il y a quelques temps l'art de l'escapade. C'est une campagne entièrement générée par IA avec l'IA générative Pencil Pro de l'agence Brandtech. Quel était le brief de départ, Marine ? Donc le brief de départ était clair, c'était à la fois de puiser dans notre ADN qui a toujours été tourné vers l'audace et l'innovation, comme notre fondatrice Angèle Lancel, qui était une femme visionnaire et très audacieuse à l'époque, puisque notre maison a presque 150 ans, mais d'être résolument tournée vers l'avenir en tentant l'aventure des nouvelles technologies. Pourquoi vous avez fait justement le choix précisément de faire des visuels par IA ? Parce que ça nous permettait, donc, premièrement, d'avoir un contenu efficace et très rapide qu'on pouvait décliner dans de nombreux formats de manière très rapide. Deuxièmement, ça nous apportait le don d'ubiquité. On arrivait à être dans 12 pays à la fois tout en restant à Paris et sans prendre l'avion. Ça nous permettait également de tester des messages et de les réajuster au fur et à mesure de la campagne, donc de vérifier qu'on était aligné avec notre audience, l'audience habituelle, mais également les nouvelles générations. Et enfin, ça permettait justement de remettre cette idée d'audace et d'innovation au cœur de notre stratégie. Alors, le gain de temps est impressionnant parce que je crois que les concepts, les tout premiers, ont été générés en moins de 6 heures. Quelle a été votre première impression quand vous avez vu ces premières créations ? Impressionnée. À savoir que c'est vrai que l'IA, ça pose pas mal de questionnements, de freins, d'appréhension, notamment en interne. Cette peur de la machine, d'être remplacée par la machine. Et en fait, on a pu se rendre compte au fur et à mesure, avec toute l'équipe de communication qui s'est dédiée au projet, que l'humain ne remplace pas du tout la machine. Ça nous permettait d'avoir un outil puissant pour pouvoir réaliser nos idées. C'est un outil qui va vite, mais qu'il faut prompter, puisque c'est le terme, en permanence, réajuster, vérifier. Donc en fait, l'idée de base naît de l'humain. La machine la met en œuvre, la produit. Mais ensuite, il faut la vérifier, la modifier, vérifier que tous les détails soient au plus proche du réel, etc. Donc, c'est un vrai duo
de travail. Donc, c'était un travail remarquable. Je lisais dans le communiqué que ces visuels avaient été conçus pour maximiser l'engagement des internautes. Qu'est-ce qui permet ça ? C'est parce que l'IA va screener ce qui peut peut-être le mieux marcher. Comment ça fonctionne ? On arrive à voir justement au fur et à mesure ce qui marche le mieux. L'outil également nous permet par une analyse de voir ce qui va le plus ou moins fonctionner. Donc on nous fait déjà des propositions via Pencil et BrandTech au fur et à mesure. Et alors, quelques semaines après le lancement de cette campagne, est-ce que les prédictions d'engagement de l'IA se sont réalisées ? Comment est-ce qu'elle a été reçue, cette campagne ? Alors déjà en interne, de manière très très positive, de réussir à embarquer tout le monde sur des sujets comme ça, c'est pas toujours évident. Donc déjà notre première victoire, elle est en interne, d'avoir réussi à fédérer autour justement de l'audace et de l'innovation. Ensuite, par rapport à l'externe, la campagne est toujours en cours, donc on n'a pas encore tous les résultats, mais elle a été très bien accueillie par la presse professionnelle. Et les premiers résultats de vente, surtout, sont très bons. Donc ça montre qu'on a réussi à la fois à toucher notre audience traditionnelle, donc qui a réussi à nous suivre dans cette aventure, et également des nouveaux consommateurs. Vous parliez de la place de l'humain et finalement de ce duo homme-machine dans la réalisation de cette campagne. Après coup, une fois qu'on a les visuels, quelle est la place pour l'émotion ? Est-ce que finalement ces visuels qui sont générés par IA génèrent la même émotion que s'ils avaient été générés par l'humain ? Je pense que c'est pas du tout la même chose qu'on va chercher dans ces moments-là. C'est-à-dire que d'ailleurs le brief créatif était très clair. L'idée, c'était pas du tout de remplacer ou de chercher à avoir le même rendu qu'un shooting habituel qu'on pourrait avoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est lancé sur cette campagne au moment du voyage. Le voyage, ça évoque la liberté, l'évasion. Donc ça permettait de créer justement ce voyage dans l'imaginaire. On est allé chercher dans notre ADN, dans nos archives. Lancel a toujours joué sur l'humour. Et notamment l'accumulation. Et donc, on a pris un angle un peu caricatural de ce groom qui nous suit depuis toute une saison à travers nos événements. Et on le voit sur les moyens de transport. On a une cinquantaine de valises sur un vélo, aussi bien sur une plage que dans la jungle. Donc, on n'a pas du tout cherché à faire du vrai. On a cherché à faire du Lancel, avec son humour, son rouge qui nous suit en permanence. Oui, c'est très vrai. Vous dites que vous n'avez pas cherché à faire du réel et ça se voit. Et est-ce que finalement, on ne se rapproche pas d'une certaine forme d'art en utilisant finalement l'intelligence artificielle ? Si, c'était un petit peu l'idée, justement. On s'inspirait de différents photographes, etc. Et on emmenait dans un voyage. Qu'est-ce que ça dit, une campagne comme celle-là, sur votre marque ? Ça dit justement qu'on arrive à garder à la fois nos valeurs, nos piliers fondamentaux. On continue à être dans la lignée de notre héritage, qui est une de nos forces, mais qu'on est résolument tourné vers l'avenir. Il pourrait y avoir un deuxième volet, retenter encore l'expérience sur d'autres campagnes ? Vous avez, ça y est, vous êtes IA addict. On continuera à l'utiliser, oui. Parfait. Merci beaucoup, Marine Olivier. Je rappelle que vous êtes directrice marketing et communication de Lancel. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'est aussi la fin de cette saison. Donc, j'en profite pour remercier Pauline Gratel qui m'a accompagnée en coulisses tout au long de cette saison. Évidemment, vous pouvez profiter des vacances pour réécouter l'ensemble des épisodes sur vos plateformes de podcast habituelles ou les redécouvrir aussi en replay sur le site de Bismart, bismart.fr. Passez un très bel été.